C'est l'histoire d'un enfant condamné depuis sa naissance qui finira par rejoindre l'un des gangs les plus dangereux de Chicago. Tout comme sa vie, sa fin sera tragique, à tel point qu'il deviendra une icône défendue par l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, Tupac. Mais comment cet enfant de 11 ans a fini par être tué par son propre gang? C'est ce qu'on va chercher à savoir dans cet épisode. Avec une population de plus de 3 millions d'habitants, Chicago est la troisième plus grande ville des États-Unis. La majorité de la population est afro-américaine, hispanique ou encore asiatique. C'est une ville cosmopolite. Cette population arrive dans les années 60, lorsque Chicago possède une industrie florissante, donc riche d'emplois. Mais rapidement, ça s'effondre. Ça crée énormément de chômage et de précarité pour les populations migratoires, notamment les afro-américains. Déjà victimes de discrimination à cette période, ça les pousse à s'unir et à résister en se regroupant. Cette unification crée des bandes, puis des groupes de plus en plus organisés qui deviennent au fil du temps de véritables gangs. Chicago a toujours été étroitement lié à la culture des gangs, étant donné que la ville était le territoire d'Al Capone, le gangster ayant fait fortune dans le trafic de contrebande d'alcool dans les années 20. Parmi ces gangs, celui qui se démarque le plus, c'est celui de David Barksdale, des Disciples, qui commence à fusionner avec d'autres groupes. Sauf qu'à un certain moment, l'opposition arrive avec Larry Hoover et les suprêmes gangsters qui, eux, se font connaître dans le vol et le racket. Entre temps, les Disciples sont devenus les Black Disciple Nation, donc Hoover, pour faire face, va s'allier avec d'autres crews, notamment les Black Pistons. Sauf que cette alliance ne va pas durer, vu que les Pistons vont tirer sur les suprêmes gangsters. Hoover va donc aller voir Barksdale, les deux vont s'associer et créer les Black Gangsta Disciple Nation. Tout va s'accélérer dans les années 70 lorsque Barksdale va se faire tirer dessus. Au même moment, Hoover est condamné à la prison à vie mais va continuer de gérer le gang depuis sa cellule. Quelques années plus tard, Barksdale va mourir suite aux séquelles de la fusillade et va être remplacé par un Jerome Freeman. Ce remplacement va créer un conflit interne qui va diviser le gang en deux, avec d'un côté Freeman et les Black Disciples et Hoover, les Gangsta Disciples. Désormais ennemis, la violence entre les deux s'intensifie dans les années 80. Au même moment où la vente de drogue prend de plus en plus d'ampleur avec l'épidémie du crack. Au début de ces années-là, la majorité de la cocaïne expédiée aux USA débarque à Miami via la Colombie, jusqu'au jour où il y a trop de cocaïne à disposition. Les dealers commencent à innover et font de ce produit festif et cher un nouveau mélange en ajoutant à la poudre de l'ammoniac ou du bicarbonate de soude pour créer un caillou qui rend encore plus accro et qui est encore plus dévastateur. Le crack. À cette époque, le gramme de cocaïne coûte 100 $, tandis qu'une dose de crack coûte 2,50 $. Cette marchandise est majoritairement vendue dans les quartiers pauvres, ce qui crée une réelle pandémie. Avec ce nouveau produit, chaque gang veut sa part du gâteau. Les Black Disciples ont leur territoire qui est appelé The Castle, une opération qui leur rapporte 300 000 $ par jour, tandis que les Gangsta Disciples montent une organisation bien ficelée dans plusieurs bâtiments de Chicago qui rapportent près de 100 millions de $ par an. Ces sommes d'argent donnent lieu à de nombreuses guerres de territoire et de meurtres. Ainsi, la violence de Chicago est à cette période à son quasi-paroxysme. Aujourd'hui encore, Chicago est la 28e ville la plus meurtrière des États-Unis. Maintenant qu'on a le contexte, on va vous parler du protagoniste de cette vidéo, Robert Sandifer. Il est né le 12 mars 1983 dans les quartiers sud de Chicago et plus précisément à Roseland. Cette zone sera si dangereuse qu'elle sera renommée les Wild 100 en référence à la rue numéro 100 qui marque le départ du quartier Roseland. Thought somebody got killed over there, so we ran out outside and then we couldn't go there because my grandma said don't go over there. Is there a lot of shooting around here? Yes. Yeah, especially on 108th, the 108th Street, 108th. Sa mère, Lorina Sandifer, était une prostituée accro au crack très connue des services de police avec près de 30 arrestations. Elle n'avait que 18 ans lorsqu'elle l'a mis au monde et son précédent enfant était devenu aveugle à l'âge de 2 ans après qu'elle ait oublié de respecter le traitement donné par le docteur. Son père, Robert Atkins, est un gangster connu qui est absent dans la vie de l'enfant suite à son enfermement en lien avec des armes et de la drogue. Très tôt dans sa vie, Robert est surnommé Yumi car il est passionné par les friandises et les cookies aux pépites de chocolat. Cette seule phrase résume le seul aspect positif dans sa vie car tout le reste n'est qu'une succession d'événements tragiques. À même pas 2 ans, Robert est déjà connu des services de l'aide à l'enfance. Lorsqu'il a 22 mois, il est amené à l'hôpital avec des égratignures et des ecchymoses. Il subit énormément d'abus à tel point que son corps est recouvert de cicatrices, de brûlures de cigarettes ou de câbles électriques.
C'est également le cas de sa sœur qui connaît des abus similaires. Tout ceci dure jusqu'à l'âge de 3 ans, moment où sa mère se fait retirer sa garde. C'est désormais chez sa grand-mère que Yumi vit. The time that I got to know him, he was nice to me. What did you try to teach your son? You only had a little time with his... I said, as far as the little things that I got, as far as the little cars, to let him drive me around and stuff like that, you know, and we used to play ball and, you know, sing songs and stuff like that. He was all right. Really, down to earth, he was a nice kid, you know. Robert reproche régulièrement à sa mère que c'est à cause d'elle qu'il est devenu ce qu'il était. Chez sa grand-mère, c'est pas mieux vu qu'ils sont 19 à vivre là-bas, donc ça laisse peu de place à l'intimité. Surtout qu'ils sont tellement perturbants que leurs voisins vont faire une pétition pour les expulser du quartier. À cause de cette situation instable, Yumi va vite arrêter l'école et traîner dans la rue. Yumi suit une évaluation psychiatrique révélatrice durant son enfance. Le psychologue note qu'il est inondé émotionnellement, ce qui le pousse à agir de manière impulsive et imprédictible. Yumi est un enfant rempli de haine envers soi-même, solitaire et analphabète. Il développe un sentiment d'échec qui a infiltré quasi tous les aspects de sa personnalité. Pendant l'entretien, le psychologue lui demande de compléter la phrase suivante. « Je suis vraiment » et il répond « malade ». Le docteur finit en concluant que sa colère est si grande qu'elle altère sa perception de la réalité. Seul au monde, Yumi va chercher du réconfort chez les gens de son quartier. C'est comme ça qu'il va rejoindre les Black Disciples, qui va devenir une sorte de famille pour lui. Il va commencer sous le grade de Shorty, le grade le plus bas, et enchaîner les ordres donnés par les plus grands pour monter en grade. He was the kind of kid who didn't have love at home. If he did, he wouldn't have joined a gang. Le rôle des plus jeunes dans le gang, c'est de répondre aux ordres des OG pour monter en grade et enchaîner les missions. He's this little small punk but wants a name, right? So you make him do the work. Hey, homie, give me a car, a red sports car, by tonight. I'm taking my woman now. Or, hey, homie, go find me $50. Or, hey, little homie, you want to be big? Go pot that nigga that's messing with our business. Sans surveillance de sa grand-mère, Yumi va pouvoir se lâcher. Il fait face à aucune conséquence, même celle de la police qui ne peut rien faire puisqu'il peut pas aller en prison. Mais sa première arrestation survient à l'âge de 8 ans pour vol dans un magasin. Rapidement, il évolue en enchaînant les braquages à main armée, les vols de voitures, les intrusions de domicile et les fusillades. Il va évidemment s'en vanter avec son gang et rapidement devenir un gangster reconnu. Un jour, Yumi va approcher une bande de jeunes. Il va demander à Ketchan, âgé de 16 ans, s'il fait partie d'un gang. Le jeune Ketchan lui répond que non. Cette réponse ne va pas satisfaire Yumi, qui va sortir son 9 mm et lui tirer dans l'estomac. Ketchan touché à l'estomac sera emmené à l'hôpital et va mettre près de 8 mois à remarcher. Le gang fait désormais partie de sa vie. Yumi va même se tatouer Black Disciple Nation Tree sur son avant-bras. Malgré tout ça, Yumi reste un enfant dans le fond. Sa voisine qui vend des bonbons raconte qu'à chaque fois qu'il vient lui en acheter, il est très poli et intelligent, qu'il aime le basket, les animaux et faire du vélo. He seemed kind of quiet, you know. He respects me, and he liked being with me. I never had 1 minute a problem with that young man. Mais à 11 ans, il est déjà accusé d'avoir commis 5 délits et plus de 23 crimes. Il ne peut pas être condamné puisqu'il est trop jeune. Yumi était un élément important du gang qui abusait de se laisser passer vis-à-vis de la loi pour le faire commettre toutes sortes de crimes. Il est placé dans un foyer pour adolescents en difficulté, mais il fuit en février 1994. Cette fuite pousse le juge pour adolescents, Thomas R. Sumner, à trouver un foyer en dehors de l'Illinois pour que Yumi ne puisse plus fuir ou sévir dans la rue. Yumi est trop jeune pour être admis dans un centre de détention pour mineurs, mais aussi trop violent pour être placé avec des gens de son âge. Après avoir fui le centre de détention, il retourne chez sa grand-mère jusqu'au mois de juillet 94, période durant laquelle les crimes ne cessent pas. Une voisine prend la décision d'emmener Yumi ainsi que 12 autres enfants du quartier au poste de police pour voir un film de sensibilisation au crime. Après le film, la police lui demande de ne plus le ramener car il s'est battu avec d'autres enfants. Le 15 août, soit moins de 15 jours avant l'incident tragique, Yumi est accusé d'un nouveau cambriolage. Mais ça sera le 28 du mois que la vie de Yumi va prendre un tout autre tournant. Pour un rite d'initiation, les OG vont lui demander d'aller tirer sur un groupe d'individus. Yumi va donc approcher un groupe de jeunes dans le dos qui jouent au football, sortir son arme et tirer dessus à 7 reprises. Parmi ces tirs, une balle va se loger dans la main d'un jeune qui réussit à s'enfuir, mais une autre va toucher Shavon Dean, âgé de 14 ans. Cette fille était la nièce d'un haut placé des Gangsta Disciples et va mourir sur le coup à seulement 9 mètres de sa maison. Bien qu'il n'ait pas eu l'intention de la tuer, tout le monde va reconnaître Yumi qui va décider de s'enfuir. À ce moment-là, Yumi va être recherché par la police de Chicago, le FBI, l'unité des crimes de gang, mais aussi le patron des Gangsta Disciples qui est prêt à partir en guerre pour venger l'un des leurs.
D'après George Knox, un chercheur spécialisé dans les gangs, le crime ne ressemble pas à un rite d'initiation, sinon il l'aurait fait depuis une voiture. Selon lui, ça ressemble davantage à une vengeance suite à une insulte personnelle ou pour de la drogue. Désormais en cavale, Yumi se cache entre des maisons abandonnées et des maisons sûres du gang, jusqu'au moment où il veut se rendre à la police. Le 31 août, il demande à une voisine, Cassandra Cooper, s'il peut appeler sa grand-mère pour se rendre à la police et lui demande de faire une prière. Alors que la voisine part faire l'appel, Yumi disparaît. Entre-temps, il a été remarqué par Derek Hardaway, 14 ans, et son frère Craig Hardaway, 16 ans. Membres du même gang, ils lui promettent de le protéger et de le faire quitter la ville. Durant le trajet en voiture, les frères l'amènent près d'un tunnel de la 108e rue et Dauphine Avenue. Craig demande à Yumi de sortir et tous les deux marchent dans le tunnel. Il demande à Yumi de s'agenouiller pour lui tirer 2 balles dans la tête avant de s'enfuir. Either you do this or you die. And that's how it always boils down. It's not like any wiggle room when you live in that lifestyle. So you're saying you had no other choice? Yes. Moins d'1 heure plus tard, aux alentours de minuit 30, le corps de Yumi est retrouvé face contre terre, vêtu d'un t-shirt du dessin animé Taz, sans vie. Cette année-là, il est la 637e personne tuée à Chicago. Près de 400 personnes seront présentes à son enterrement, où on y voit le corps de Yumi accompagné d'un ours en peluche et une seule photo, la seule de son existence, son mugshot. Avec le temps et grâce à Tupac, ce mugshot deviendra tristement iconique et fera même la couverture du Time Magazine. Avec en description, si jeune pour tuer, si jeune pour mourir. All of you children that are standing here, looking down, take a good look, and I want you to say within your hearts that you'll never end up like Robin. Cry if you will. Médiatisé, certains réagissent en disant qu'il n'avait que ce qu'il méritait, tandis que ses proches, eux, le décrivaient comme un enfant normal qui aimait regarder des DVD et manger des cookies. L'un des gardiens de la prison de Cook County qu'il avait rencontré avait mis en avant son éducation extrême. What you've got here is a kid who was made and turned into a psychopath by the time he was 3 years old. Si Yumi était arrêté, il avait de fortes chances, vu son jeune âge, qu'il ne soit pas condamné, qu'il donne les noms de ceux qui l'ont missionné, ou même dévoile des détails sur le gang. C'est donc les frères Hardaway qui ont été missionnés pour s'occuper de Yumi. Contrairement à lui, les frères ont grandi dans une famille aimante, avec tout ce dont ils avaient besoin. I didn't know what to feel when it first happened. I'm like, my brothers? And it's just like, everybody who knows them and who knows the family don't believe for one cotton-picking second that they're capable of murder. Ils seront tous les deux jugés comme adultes, avec le tireur Craig qui sera condamné à 60 ans de prison et Derek le conducteur qui lui sera condamné à 45 ans de prison. Why not tell? Because I was believing in the foolishness they was telling me. As far as the gangs and that lifestyle. What did they tell you? How they gonna be there, support, take care of us, our families. And? Nothing. Literally nothing. No letter, no contact, no money for me, my family, they needs, no lawyer. Literally nothing. Les deux seront les seuls membres du gang inculpés et reconnus comme responsables du meurtre, malgré qu'ils aient indiqué qu'il y avait d'autres membres impliqués. Très rapidement, Yumi va devenir une icône qui sera défendue par l'un des plus grands rappeurs de tous les temps, Tupac Shakur. Go to do the show, and this dude, he lost it. There was a lot of dudes in the crowd, you know, throwing up gang signs. The gangsters love to come to Pac shows, you know. They start throwing up their hood and throwing up their signs. But Pac is thinking about Yumi Sandifer, and he lost it. Threatening a crowd full of gangsters like, yo, y'all keep killing kids, I'll murder all you motherfuckers. Tupac ne va pas s'arrêter là puisqu'il va afficher son portrait dans une interview qu'il donnera en prison et lui dédier un morceau dans son album Me Against the World. Young thugs, have-nots, little bad motherfuckers from the block, the niggas that's 13 and 14, dropping Cadillacs, Benzes, shit, young motherfucking us. Encore aujourd'hui, cette histoire circule près de 30 ans après les événements. Depuis le décès de Yumi, une partie de la scène de crime a été scellée, tandis que l'autre, la nature s'en est chargée, créant une sorte de mémorial à la vie d'un enfant condamné depuis sa naissance.